Nikos Aliagas est l'invité de la Grande Galerie francophone. Salut Nikos. Quelle belle entrée. Et bienvenue. Merci, dans la gueule. Je vous présente le public et toute la bande. On va commencer, on a beaucoup de questions à vous poser, Avec notamment joie. sur la photographie évidemment, mais avec la question rituelle par laquelle on commence chacune de ces émissions. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie ? Une fenêtre, une possibilité de reconnaître l'autre et surtout de relativiser ses propres bobos, problèmes et sa propre réalité. Tu dis, ah, il y a 300 ans, il a dit ça. Ah, il y a 4000 ans, ah ok. Donc on n'est pas grand-chose. Là, vous en Ok. parlez comme spectateur et comme artiste. Oui. Me relier, aller chercher une forme de sacré chez l'autre. De sacré. Oui, parce que se relier, ça a donné le même mot que religion. Religion. Religare. Et donc, je pense que oui, dans un chemin, reconnaître l'éphémère et en même temps la permanence, c'est peut-être ça. Il y a un livre C'est ça. que vous venez de publier dans cette très belle édition, Les Belles Lettres, L'Esprit grec, mes apophthegmes essentiels. Apophthegme, ça vient du grec. Apophthe, C'est en fait, une maxime. Oui, puis c'est une façon de dire un peu plus hellénistique pour parler des citations et des maximes. C'est tous les gens qui m'ont inspiré. J'ai essayé de faire des mariages avec les clichés, les personnes que j'ai pu immortaliser en chemin. Sois heureux de ce que tu as. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, je sais plus qui l'a dit. C'est l'une des maximes qu'on trouve dans ce livre. C'est une maxime delphique du temple de Bien sûr. Delphes. Ouais, ils ont tout dit. Il y a une œuvre qui vous touche particulièrement, Nikos. C'est un tableau d'Eugène Delacroix qui s'intitule La Grèce sur les ruines de Missolonghi. On va le voir apparaître à l'écran. Et que Delacroix a peinte cette toile en 1826. Vous avez exposé il y a quelques années une série de vos photos prises justement là-bas, à Missolonghi, en Grèce, à côté de ce tableau. Pourquoi est-ce que cette œuvre vous fascine et pourquoi est-ce qu'elle est si importante dans votre vie ? Elle l'est parce que mes origines en Grèce viennent précisément de cette ville. Missolonghi fut une ville héroïque au XIXe siècle pendant la guerre d'indépendance, quand les Grecs essayaient de sortir de l'Empire ottoman. Et à ce Quitter l'Empire ottoman. Exactement, donc il y a eu effectivement un siège qui a duré des années et des années. Et le sacrifice des habitants a eu une résonance en France, notamment dans les courants romantiques de l'époque, Chateaubriand, Victor Hugo et d'autres. Et quelques mois après, quelques semaines après cette nuit funeste de Missolonghi, Delacroix peint ce tableau. Et il va changer la donne historique. Alors politiquement, à l'époque, la France ne soutient pas encore l'insurrection des Grecs, parce qu'il n'y a pas d'État, c'est pas organisé. D'ailleurs, la Grèce a été reconnue en 1830 en tant qu'État. Mais ce tableau de Delacroix Oui. va changer la donne historique. Il va changer la donne parce qu'il va sensibiliser l'opinion publique et les intellectuels de l'époque qui vont s'intéresser au destin et à l'autodétermination du peuple grec. Mais plus personnellement, ce tableau est important pour moi parce que quand mon père arrive en France, immigré en 1964, gare de Lyon, et qu'il ne parle pas français, qu'il a juste une petite valise, quand on lui demande d'où il vient, comme il ne sait pas trop le dire, il montre la photo. Il montre la reproduction de ce tableau. Exactement, c'est une photo coupée dans un magazine et il dit moi je viens de là, sauf que les gars à l'époque dans le monde ouvrier où il était comprennent pas trop ce que c'est et j'ai trouvé ça hyper émouvant quelques années plus tard, enfin quelques décennies plus tard, d'avoir la chance d'exposer au musée des Beaux-Arts et surtout de découvrir pour la première fois, puisque nous fêtons dans quelques semaines le bicentenaire du massacre de Missolonghi, ce tableau viendra de Bordeaux à Missolonghi. Pour moi, c'est hyper émouvant de vivre ça. Ah, c'est extraordinaire. Et j'aurais souhaité que mon père soit là pour le voir. Donc, à travers ses yeux, j'essaierai de lui rendre hommage aussi. Et c'est aussi les 200 ans de la photographie. C'est très étrange, cette coïncidence, ce bicentenaire. Ouais, je trouve ça très, très étrange. Parce que la photo a fait partie de ma vie, encore une fois, grâce à mon père. Parce que quand j'étais à table, je prenais des photos imaginaires, comme ça. Il y a des miettes de pain. Et puis un jour, à 10 ans, il m'offre un petit Kodak Instamatic, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les flashs carrés. Oui. C'est comme ça que je m'intéresse à la photographie. Est-ce que la photographie, c'est pour vous aussi une histoire de rencontre, de chance? Je pense que dans toute l'histoire de la photographie, si vous prenez Cartier-Bresson ou d'autres photographes, il y avait des techniques différentes. Vous parlez beaucoup d'émotions, justement. Est-ce que parfois vous êtes surpris vous-même par la photographie qui se dégage? Est-ce que parfois vous vous dites, mais c'est dingue, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, je vais vous raconter une petite histoire, et je suis en plein dedans en ce moment, et ça m'a presque empêché de dormir, même à la veille d'un prime. En ce moment, dans quelques semaines, je vais présenter une de mes expos au Musée de l'Homme. Oui. Quand il a fallu choisir
avec la patronne du Musée de l'Homme la photographie et que j'avais proposé un certain nombre, des dizaines de photos. Ils sont arrêtés sur une photographie que j'ai reconnue, on va dire, à Venise en janvier 2023. C'était une photo d'un couple de personnes âgées, tout droit sorti d'un film. Et en même temps, je m'approche, lui il discute avec la personne qui était à côté de moi, il la reconnaît, et puis moi je me cache un peu derrière, j'essaie de faire des photos. Et puis cette personne, l'homme qui était là avec un chapeau, comme s'il sortait d'un film de Bogart, à un moment, je le vois au ralenti, c'est comme ça, sortir, mettre sa main dans sa poche, puis me prendre en photo avec un petit appareil. Et on en reste là. Je ne sais pas qui c'est. 3 ans plus tard, alors que le Musée de l'Homme décide d'utiliser cette photographie pour en faire une affiche, j'essaie de retrouver les traces de ces personnes pour demander une autorisation. Et je me rends compte que cette personne n'est autre qu'Italo Zanier. C'est la référence absolue de la photographie en Italie, dans l'histoire de l'art photographique, et qui a une vision de la photographie qui est à la fois anthropologique et en même temps qui est un témoignage des traces du temps. C'est génial, ce pourquoi je fais de la photo, quoi. Oui. Et donc je me dis, mais ça ne s'invente pas. Or, la puissance d'un cliché, c'est qu'il peut vous raconter une autre histoire bien plus tard. Là, en l'occurrence, c'est 3 ans plus tard, et qui te met le miroir de ce pourquoi le hasard photographique a fait qu'on s'est retrouvés ensemble. Qu'est-ce qu'on peut montrer en noir et blanc qu'on ne voit pas en couleur ? Moi, mes premières émotions photographiques, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, c'était des photos de, effectivement, Cartier-Bresson, Irving Penn, l'agence Magnum. Boineau, voilà, exact. Donc le noir et blanc était à l'époque aussi une façon de voir le monde. Et puis c'était aussi les photos en noir et blanc, des photos de famille, où les gens ne souriaient pas, où les gens n'avaient pas d'âge. Parce qu'ils étaient souvent retouchés. Ces photos posées. Exact. Et quand ma grand-mère, Maria, à qui je demande un jour me dit qui sont ces gens sur la photo, mais il me dit c'est nous jeunes, tu ne nous reconnais pas, je réalise que ma grand-mère n'a pas toujours été âgée. Et que si elle était jeune, ça veut dire que je vais aussi vieillir et que mes parents vont vieillir et mourir par extension. Donc mon premier choc photographique est un choc purement temporel. C'est que je réalise le temps qui passe. Et mes premières émotions photographiques viennent de ces photos presque statue du commandeur dans le salon. Il n'y en avait pas beaucoup chez ma grand-mère, mais il y en avait suffisamment pour me dire « Ah, c'est un personnage qui me regarde, mais qui regarde qui ? Est-ce que c'est moi qui le regarde ? Ou est-ce que c'est lui qui me regarde en train de vieillir ?» Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la photo parallèlement à mon travail de journaliste il y a plus de 35 ans déjà. On va continuer à parler de votre passion pour la photo et pour l'art, mais comme chaque semaine, la Grande Galerie francophone vous présente sa claque de la semaine. Voici la claque. Et on démarre avec toi, Nathalie. Volontiers. Vous aimez le Québec, Nikos? Évidemment. Mais bien sûr. Qui n'aime pas le Québec? Alors, ça tombe bien parce que je vous amène au Québec, mais également à Québec, qui est la capitale de la province du Québec, ne pas confondre, pour découvrir ou redécouvrir cette exposition incroyable qui est hyper réalisme. Ceci n'est pas un corps, qui est présentée en première nord-américaine dans l'un de mes musées préférés, qui est le Musée national des beaux-arts du Québec. Elle s'est arrêtée ici à Paris, elle est allée en Australie, elle est allée à Bilbao, et partout où elle s'est arrêtée, c'est une exposition qui a fait énormément jaser parce qu'elle est très troublante et probablement qu'elle vous fait réagir aussi, puisque justement, il est question de corps, il est question d'individus, et c'est troublant parce qu'on découvre des corps sous toutes leurs formes, des corps secs, des corps gras, avec toutes leurs aspérités, des poils, des capitons. Donc, ça nous renvoie à une forme de corps qu'on a moins l'habitude de voir, sans filtre, réaliste. Moi, ça me rappelle des expériences dans des saunas allemands, où tout le monde est nu. On n'a pas l'habitude de voir des corps nus. Donc, c'est très Tu veux nous raconter quelque chose, Nathalie? Absolument. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on n'a pas l'habitude de ces corps normaux, puisqu'on voit que des corps lissés et artificiels à la limite. Donc, c'est super intéressant et c'est aussi une occasion de voir justement comment l'évolution de la représentation du corps s'est déroulée au fil des années, puisque ce sont 25 artistes internationaux qui présentent leur travail depuis les années 70. Donc, hyper réalisme, ceci n'est pas un corps. L'occasion de visiter le Québec et sa capitale, Québec. Québec. À propos d'hyperréalisme, vous cherchez la réalité ou une forme de réalité à travers vos photos ou pas? Dans l'hyper-réalisme, en tous les cas sur le plan... L'un des drames d'aujourd'hui, c'est qu'on parle de preuve par l'image, mais qu'on ne peut plus s'y fier à l'image. Oui, parce que de toute manière, c'est devenu un alias. Et parfois, c'est juste l'ombre de la caverne de Platon.
Moi, je pense que l'allégorie de la caverne de Platon est aussi ce que nous vivons au quotidien. C'est-à-dire qu'on voit des choses sur une tablette, sur un téléphone, et on considère que Ce c'est sont des reflets sur réalité. les murs de la caverne. C'est une projection. Or, pour accéder à ce qu'il y a derrière les flammes qui ne projettent que le mouvement des personnes qu'il y a derrière nous, il faut les traverser. Et si on veut sortir de la caverne pour aller trouver la lumière du jour, on risque de perdre la vue parce qu'il faut le faire par étapes. Et nous vivons avec des alias permanents, des projections et de la représentation. Et j'en fais partie aussi, puisque je suis dans les médias. Évidemment, ce n'est qu'une image qui bouge dans la petite lucarne. Donc, je connais les limites de la chose. Maintenant, l'hyperréalisme, c'est aussi une forme de surréalisme. C'est-à-dire que dans les littératures, l'hyperréalisme était une autre façon de rire avec la réalité qu'une interprétation. Donc, moi, j'aime bien ça. Mais sur le plan photographique, c'est très difficile à faire, ce que je viens de voir. C'est encore un autre choix, mais c'est très intéressant. Lauriane, ta claque? Bah oui, claque, Ali, comme le bruit d'un livre qu'on referme, puisque j'ai eu un coup de cœur pour l'un des ouvragés, c'est le cas de le dire, de Brian Detmer. Lui, c'est un artiste américain, il est installé à New York et son obsession, à lui et à moi d'ailleurs, c'est pour ça que je suis tombée dessus, ce sont les livres. Mais attention, lui, il ne les écrit pas, il les détaille, il les sculpte. Il prend des encyclopédies, Super. des dictionnaires, des manuels scientifiques et il les incise page après page avec un scalpel, et en fait il révèle des mots qui étaient cachés, il fait des sortes de sculptures, il pas coupe Ça, des c'est un corps. livre. Et pas l'impseste, Et en fait. c'est un peu ça. exactement, ou alors même parfois des sortes de memento mori. Et ces œuvres ont été dévoilées dans des institutions majeures, donc le Smithsonian ou le MoMA de Géorgie, parfois même intégrées à des collections permanentes. Donc c'est beaucoup plus qu'un hobby, il est vraiment considéré comme un grand artiste. Et ce qui me fascine en fait là-dedans, c'est sa façon de transformer l'expérience de la lecture. Au lieu de se dire j'ouvre un livre et je vais me plonger dans un univers, eh bien c'est l'univers qui nous attrape alors qu'on n'avait pas prévu d'y aller. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. C'est ma claque de la semaine. Merci Lauriane. C'est fascinant. Fabrice, ta claque? Ma claque, c'est un photographe aussi, mais un photographe qui a fait Quelqu'un que tu sortir connais bien. la photographie que je connais très bien, qui a fait sortir la photographie dans la rue en très grand format. C'est JR. Ah, ouais, je l'adore, JR. Notre maître à Et il faut dire d'ailleurs que Fabrice est l'un des premiers à l'avoir repéré, l'un des premiers à l'avoir interviewé, Mozart l'un Magazine des a fait premiers la à l'avoir première mis en couverture. avant. Le flair. Bravo. Et c'est une claque à venir parce que en juin prochain, JR veut rendre un hommage à Christo et Jeanne-Claude qui, en 1985, il y a 40 ans, avaient emballé, enveloppé le Pont-Neuf. Et moi, j'étais tout jeune, mais je me souviens... Avec du tissu. Avec du tissu, je me souviens de cette expérience inouïe où nuit et jour, On en voit une devait y image, aller, là. aller boire un verre de vin et tous les sons étaient un peu atomisés, réduits, une expérience vraiment unique et toutes les œuvres de Christo que j'ai pu voir d'emballer dans le monde à chaque fois m'ont fasciné. Et bien là, JR, pour rendre hommage à Christo avec qui il était devenu ami à la fin de sa vie, ne va pas non pas emballer le Pont-Neuf, mais il va le gonfler. Le C'est-à-dire- gonfler. Oui, il le recouvre d'une structure gonflable et cette structure gonflable va être recouverte également de papier, la trame photographique de JR, mais qui va représenter de gigantesques rocs, de gigantesques pierres pour rendre un hommage à Paris qui a été construit à partir des carrières de pierre et le Pont-Neuf également. C'est le plus Mais vieux surtout- pont de Paris malgré son nom. Exactement. Mais surtout, il va créer une caverne de Platon, puisque vous savez qu'il y a à peu près un an, il a, À l'opéra. avec l'opéra, Ouais, bien sûr. À Garnier, il a fait à Paris. référence aux grottes magiques et aux cavernes de Platon, et on pourra y pénétrer à l'intérieur avec une installation absolument démente qui va raconter entre guillemets l'histoire des grottes ça sera nuit et jour, et je pense que vraiment les gens vont avoir une expérience énorme. On attend ça va être l'événement mondial, on attend jusqu'à 11 millions de visiteurs. Et j'en profite pour vous poser une question Bien sûr. qui est importante par rapport à votre travail. Bien sûr. JR est un photographe qui, lui, tire un seul exemplaire de chaque photographie, de projet qu'il a réalisé. Vous, en tant que photographe, vous les tirez à combien d'exemplaires, vos photographies, et qu'est-ce que c'est que le marché de l'art Pour moi, pour vous? je le découvre parce que je n'ai pas fait ça pour cette raison. C'est-à-dire qu'au départ, alors j'ai exposé dans des galeries, ça m'est déjà arrivé, et parfois j'en ai vendu, mais j'étais jamais à l'aise avec ça. Ah oui? Je sais pas, je me disais,
je ne veux pas rentrer dans la cote, je ne veux pas rentrer on va dire dans le commerce de la photographie. Me dire que je veux aussi rentrer et avoir une part du gâteau. Au départ, j'ai eu un complexe vis-à-vis de ça. Alors maintenant, ça m'arrive d'en vendre, surtout de les mettre à disposition de causes et de vente aux enchères. Oui, ça vous est arrivé régulièrement. Mais pour moi, le plus important, c'était pas d'avoir une cote et d'être reconnu comme photographe, mais surtout d'avoir suffisamment de matière pour raconter plus tard une histoire. Mais on adore mettre les gens dans des cases. Bien sûr. Alors, journaliste, animateur, télé, Bien sûr. bon, mais... Tout. Oui, Oui, mais quand est-ce que vous avez été reconnu par vos pairs? Alors, plutôt que de demander la reconnaissance de mes pairs, surtout sur le plan, on va dire, de la valeur marchande, ce qui Oui. m'intéressait, c'était d'avoir accès à mes pairs et de discuter avec eux et de raconter des histoires avec eux, comme je l'ai fait avec Sabine Weiss, par exemple, ou Yann Arthus Bertrand et bien d'autres. Et vous parlez beaucoup des sensations physiques que vous avez quand vous prenez des photos, et finalement, le moment d'appuyer sur le déclencheur, c'est le moment où vous sentez qu'un truc s'ouvre. Pour quelqu'un qui est autant dans la lumière que vous, qu'est-ce que ça vous fait d'être derrière l'objectif et d'être un peu caché? Enfin, finalement, même le fait d'avoir un gros appareil comme ça cache votre visage. C'est une Ouais. catharsis. C'est une forme de catharsis. Oui. C'est une forme de... Vous savez, ceux qui sont dans la lumière en général à la télé ou ailleurs, les acteurs ou même les sportifs, souvent ont une petite voix en eux qui dit « Est-ce que je suis légitime ?» C'est pas parce qu'ils sont sur d'eux qu'ils sont devant. Je suis sûr que ça vous parle. C'est pas parce que on se dit « Mon public m'attend ». D'ailleurs, quand j'entends quelqu'un dire ça, même chez les jeunes qui chantent dans mes émissions, ça n'existe pas, mon public. C'est le public et tu as de la chance de passer aujourd'hui. Passer derrière l'objectif, c'est de raconter une autre histoire, mais de raconter peut-être qui je suis à travers ce que je ressens. Et c'est une dame qui m'avait dit ça quand j'avais exposé à la Conciergerie. C'est une grande expo, je me sentais pas, j'avais honte. En même temps, j'étais fier. Et puis de l'autre côté, C'est un endroit incroyable, en plein cœur de Paris. et les photos étaient immenses. Et je me suis dit, mais bon, il y en a plein qui vont dire qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, etc. Je vous dis tout. Et en fait, il y a une dame qui est venue me voir à la fin. Je me cachais pour observer le regard des gens sur les photos. Oui. Alors qu'il n'y a pas plus impudique dans l'absolu que de te dire je suis devant des gens, devant des millions et je parle sur une scène. Mais en fait, je me sentais plus mal à l'aise là. Mise à nu. Et cette dame me dit, mais vous cachez pas, monsieur, je vous ai vu. et je lui dis, mais alors Elle me dit, mais maintenant, je sais qui vous êtes. Mais est-ce que Ah, finalement, c'est pas mal, c'est bon. Elle a dit ça. C'est est-ce que magnifique. finalement, quand vous êtes devant la caméra, c'est le monde des apparences platonicien, et est-ce que quand vous êtes derrière, c'est la sortie de la caverne, si on file l'allégorie de Platon? D'une certaine façon, et en même temps, quand je suis devant, j'essaie de ne pas être faux. C'est-à-dire, on connaît le cahier des charges, on sait pourquoi je suis là. Et en même temps, c'est une forme de lien et de spectacle. Mais derrière, je suis libre. En réalité, il n'y a aucune posture. Et encore plus... C'est génial de pouvoir le dire quand on a été justement journaliste dans des formats Bien sûr. télévisés énormes, des dispositifs considérables. Oui, mais on a un cahier des charges qui découle de la promesse que nous faisons, que ce soit dans l'info, que ce soit dans le divertissement. J'ai fait les deux. Oui. Mais là, en fait, j'ai personne qui me dit « Attends, je veux telle photo pour que ce soit en double, en ouverture ». J'ai bossé avec Gala, Ça doit avec faire Match. peur, d'ailleurs, d'être votre propre rédac-chef. Ouais, mais ça t'oblige à ne garder que l'essentiel. Et quelle photo vous n'avez pas fait encore et que vous rêvez de faire? Est-ce que vous avez un saint Graal, que ce soit une personne, une personnalité, un lieu? J'aurais aimé photographier Nina Simone, qui est l'artiste Ah que oui. j'écoute en boucle depuis des décennies, mais je n'ai pas eu cette opportunité. Je sais pas, la prochaine peut-être. C'est trop facile de botter en touche, mais Non, en mais fait, la photo que vous n'avez jamais pu prendre, c'est Oh, il y en une a- très belle réponse. il y en a, oui, peut-être. Il y en a eu plein. Souvent d'ailleurs, quand j'allais interviewer des gens et qu'il y avait tous les photographes, et je me disais, bon, est-ce que je tente? Est-ce que je vais... Tu vas voir un concert des Stones, par exemple. Et, Ouais. et ils sont tous là, et moi, je prends mon appareil. Et je m'approche et je me dis, mais il ne faut pas te mettre là où ils sont, parce qu'eux, ils bossent, pas toi. Donc tu te décales et t'attends. Avec un peu de chance, il y a Mick Jagger qui va sortir de ce côté-là. Il sort, tu la prends, elle est nulle. Tu l'as ratée, mais tu as essayé. Ce qui compte, c'est d'essayer. Si j'ai des certitudes, comme j'en ai sur le plan, par exemple, de l'animation ou d'une méthodologie plus journalistique, bah, j'ai l'impression que je travaille, alors que l'espace-temps, quand je fais de la photographie, n'est pas un espace-temps de travail. C'est un espace-temps autre. Je suis là et je ne suis pas là. Il n'y a rien qui puisse m'arrêter. La minute, elle peut durer très très longtemps. Et en même temps, une attente dans un champ d'olivier peut durer 1 minute, alors que je suis là depuis 5 heures. Donc c'est pour ça que je fais de la photographie.